L'affaire commence au cœur de l'île de la Réunion. Ce petit bout de terre, situé entre Madagascar et l'île Maurice, fait le bonheur des vacanciers en quête d'évasion. On est dans l'océan Indien, c'est un petit caillou de France au large de l'Afrique. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. L'activité est aussi bien autour du volcan que de ses plages de sable blanc. C'est une carte postale. Nous sommes au mois de juillet 2016 à Saint-Pierre, grande ville du Sud. C'est ici que vit Julita Bénard. Cette réunionnaise de 26 ans a quitté le cocon familial, mais elle reste très proche de son père, Joseph, de sa sœur, Karine, et de sa tante, Hélène. Julie, ouais, c'était quelqu'un qui aimait la vie. Joseph Bénard, père de Julita. Qui aimait sa famille, qui aimait tout, quoi. Elle rigolait tout le temps. Hélène Deveau, tante de Julita. Quand on avait un repas de famille, c'était un peu le petit clown de la journée, quoi. Dès qu'il n'y avait pas d'ambiance, c'était la première à raconter des histoires pour faire sourire tout le monde. Karine Bénard, sœur de Julita. C'était vraiment quelqu'un qui marquait. Julita fait l'unanimité autour d'elle. Et la jeune femme répond toujours présente dès que l'on a besoin d'elle. Tout le monde veut une Julita dans sa vie. Ingrid, amie de Julita. C'est l'amie sur qui on pouvait compter. Et peu importe les circonstances, en fait, du moment qu'elle rend service, peu importe l'heure, elle sera là. Toujours enjouée, Julita s'épanouit aussi dans son travail. Après plusieurs petits boulots dans la restauration, elle vient de trouver un nouvel emploi dans un établissement en bord de mer. Julita travaille dans un snack. Isabelle Serre, journaliste à Zinfo 974. Elle est d'ailleurs très appréciée par ses collègues qui parlent d'elle comme une jeune femme qui donne la pêche aux autres, qui est toujours de bonne humeur, qui est aussi appréciée des clients. Elle aimait bien le côté humain dans la restauration, le fait de rencontrer des gens, discuter. Côté cœur, Julita a longtemps été en couple avec un garçon, mais depuis un an, elle est folle amoureuse de Claudia, une jeune femme de son âge qu'elle a rencontrée sur Internet. Elle ne se quitte plus. Elle était tout le temps avec Claudia. Elle nous parlait, mais c'était dès que Claudia avait besoin d'elle, elle accourait. Parce que Claudia, c'était l'amour, quoi. Je voyais qu'elle était amoureuse tout de suite, quoi. Elle était très épanouie, elle était souriante. Moi, j'étais très contente pour elle parce que j'ai vu qu'elle était épanouie. C'est une relation effectivement fusionnelle, à tel point que Claudia s'est installée chez Julita et qu'elles vivent sous le même toit. Elles sont censées construire un avenir en commun. Les deux jeunes femmes vivent dans cette petite maison située dans les hauteurs de Saint-Pierre. En ce mois de juillet 2016, tout semble sourire à Julita. Elle était dans une phase de début d'une nouvelle vie, puisqu'elle avait trouvé un nouveau logement, puisqu'elle avait trouvé un nouvel emploi. Fabienne Atsori, procureure générale de la Réunion. Et enfin, et surtout, si j'ose dire, elle était engagée dans une relation amoureuse avec Claudia, à laquelle elle croyait dur comme fer. Tout allait bien, quoi. Tout allait bien jusqu'à ce jour fatidique du 29 juillet 2016. Il est 17h. Julita termine son travail au snack. Sa petite amie Claudia vient la chercher en voiture car elle a une surprise pour elle. Claudia arrive avec un bouquet de fleurs qu'elle a acheté là, quelques heures plus tôt. Elle vient chercher Julita et elle lui dit « Écoute, ce soir, on se fait une soirée un peu romantique. »
On imagine quelqu'un à qui on offre un bouquet de fleurs, ça ne peut être que plaisant. Amel Cliffy-Etève, avocate de la défense. Tout a l'air de bien se passer, elles sont toutes les deux souriantes. Et donc, elles vont partir, comme elles en ont l'habitude, se promener. Les deux jeunes femmes prennent la route. Direction le gouffre de l'étang Salé, un lieu bien connu à La Réunion. C'est un site touristique. Hélène Andriot, avocate des parties civiles. Où de nombreux touristes et réunionnais viennent le week-end pique-niquer. C'est quand même un endroit qui est tout à fait sublime, hein, qui est particulièrement beau, où on voit cette mer qui s'engouffre dans la roche volcanique. Il y a une espèce de fraîcheur, un air marin que les Réunionnais affectionnent particulièrement. Un endroit majestueux, apprécié des habitants et des touristes. Revers de la médaille, le lieu est aussi réputé pour ses suicides. Il est très dangereux. Ça peut être très calme et d'une seconde à l'autre, ça peut être très violent. Au niveau des vagues qui vont venir se fracasser là contre la roche. Donc il faut faire très attention parce que la roche est coupante. Donc si on tombe, on peut se faire extrêmement mal. Et à la nuit tombée, le site change de visage. Les touristes s'en vont pour laisser la place à un tout autre public. Et le soir, cet endroit est connu également comme un site de rencontres. Alors aussi bien des rencontres, j'allais dire, homosexuelles que hétérosexuelles. Un lieu de rencontre, qu'elle soit libertine, qu'elle soit échangiste. En tout cas, c'est un endroit où les sexualités peuvent s'exprimer. Claudia et Julita viennent au gouffre pour passer un moment en amoureuse. Objectif, oublier un événement récent qui les a traumatisées. Elles sont venues là ce soir-là sur l'initiative de Claudia parce qu'elles ont été victimes d'un cambriolage peu de jours avant et que Julita le vivait très mal. En effet, 48 heures plus tôt, les deux jeunes femmes ont découvert que leur maison a été visitée pendant la nuit. Bizarrement, seule la télévision a disparu. Mais l'incident a beaucoup choqué Julita. Pas grand-chose n'est emporté si ce n'est un téléviseur. Et donc ça l'interroge et ça la perturbe. Elle comprenait pas pourquoi ils n'ont pas tout volé. Elle était très affectée par rapport à ça. Et donc pour se changer les idées, Claudia a décidé de l'amener au gouffre se promener ce soir-là. Ce 29 juillet 2016, les deux jeunes femmes arrivent sur place en voiture, peu avant 20 heures. Ils vont garer leur véhicule sur le parking et elles vont aller toutes les deux s'asseoir sur des rochers. Elles vont s'approcher de l'océan pour discuter. On sait qu'elles s'embrassent aussi. Donc un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. Tout semble se passer pour le mieux. Sauf qu'à 20h50, la gendarmerie reçoit un coup de fil de Claudia particulièrement inquiétant. Les gendarmes reçoivent un appel d'une jeune femme sanglotante, extrêmement stressée, qui parle avec un débit extrêmement rapide, qui a l'air terrorisée. Claudia explique aux gendarmes que alors que Julita s'éloignait d'elle pour aller uriner, un homme serait arrivé par derrière pour l'agresser. Elle raconte que l'homme lui a mis les mains sur les yeux. L'autre main lui caressait le sexe. Elle s'est mise à crier, elle a réussi à se débattre. Et donc à ce moment-là, les deux femmes hurlent et s'enfuient. Elles s'enfuient chacune dans une direction opposée. Ce soir-là, comme il faisait nuit noire, elles se sont perdues de vue. Claudia a réussi à rejoindre le parking, mais pas Julita. Pour les enquêteurs, il faut faire vite. Ils connaissent la réputation du lieu. Fabienne Azzori est procureure générale auprès de la Cour d'appel à La Réunion. Elle a suivi de près toute cette affaire.
Les gendarmes vont prendre très au sérieux cette alerte qu'elle va leur donner, parce que potentiellement un individu dangereux, susceptible de se promener dans une zone connue comme étant lieu d'échangisme. C'est un lieu de rendez-vous libertin. Donc ce type d'agression est loin d'être impossible dans ce lieu. À 21h30, soit 40 minutes après l'appel de Claudia, les gendarmes se rendent sur place. Ils retrouvent la jeune femme, mais elle n'est pas seule. Elle a été rejointe par Brian, un de ses amis qu'elle a appelé à l'aide. Quand la gendarmerie m'a dit voilà, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites ici? Donc je leur ai dit voilà, je suis un ami, elle m'a appelé. Brian, ex-ami de Claudia. Je me suis tout de suite inquiété, je prends tout de suite la route. C'est un ancien voisin. Elle a pensé à lui pour l'aider dans ses recherches. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que du coup, elle a peur. En plus, le lieu n'est pas forcément très éclairé. Face aux gendarmes, Claudia raconte à nouveau l'agression qu'elle vient de subir. Le secteur est aussitôt bouclé et tous les individus présents sur les lieux sont interrogés. Il faut retrouver Julita. Dès qu'ils sont arrivés sur le parking, ils ont dit à tout le monde de ne pas partir, de rester sur place. Donc ils ont pris les identités de tout le monde. Les personnes étaient essentiellement présentes sur le parking au moment des faits, au moment de l'agression. Donc personne n'a rien vu et personne n'a rien entendu. À ce moment-là, on est interpellé quand même par le fait que les témoins qui sont présents n'aient rien entendu. Les enquêteurs organisent alors des recherches. Ils sillonnent le secteur sans relâche avec l'aide de Claudia et Brian. Les gendarmes, toute la nuit, vont chercher et Julita et le possible agresseur. Claudia va les accompagner jusqu'à l'endroit où Julita se serait fait agresser sexuellement et aurait disparu. Claudia, elle indiquait le côté gauche, derrière la barrière du gouffre. Il y avait des travaux, enfin la barrière était en lambeaux. Il n'y avait plus de protection. C'était très dangereux parce que la mer était déchaînée. Cette nuit-là, l'océan est particulièrement agité et la luminosité faible. Les investigations sont très compliquées. Étant donné la configuration du lieu, étant donné la difficulté que l'on a à se déplacer sur les roches volcaniques. Isabelle Serre, journaliste à Zinfo 974. Et le fait que la nuit soit sans lune, les recherches sont difficiles. C'est vrai que le gouffre, c'est vraiment pas du tout éclairé, hein. Il n'y a pas de lampadaire. Ils n'ont trouvé ni l'agresseur, ni Julita. Il est 23h. Julita a disparu depuis près de 3 heures et toujours aucune trace de la jeune femme. Alors que s'est-il passé? Où est-elle? Le lendemain, à 10 km de là. Comme chaque matin, Joseph, le père de Julita, se lève pour aller travailler. Il découvre alors que Claudia a cherché à le joindre plusieurs fois pendant la nuit. J'allume mon téléphone et sur le téléphone, il y avait 2 appels. 2 appels de Claudia. Donc moi, j'ai appelé tout de suite. Joseph Bénard, père de Julita. Elle me dit oui, mais il faut descendre au gouffre parce que Julita a disparu. Et elle m'a parlé d'agression sexuelle qu'il y a eu avec elle et Julie. Quand il apprend qu'elle aurait été agressée sexuellement, dans le noir toute seule, il se met à paniquer. Donc du coup, il se demande où est sa fille. Il se dit, elle est peut-être cachée. Peut-être qu'elle a eu peur, qu'elle s'est cachée, qu'elle s'est réfugiée en attendant peut-être le lever du jour. Du coup, c'est vrai qu'il se rend directement sur les lieux, dans cette optique de la retrouver. Et notamment de la retrouver vivante. Là, c'est du sérieux. Hein. J'ai pris la voiture et puis on est descendu. Puis là, on est arrivé. Il y avait les gendarmes, il y avait tout le monde, quoi. Joseph arrive sur place vers 7h du matin. Les gendarmes ont déjà déployé les grands moyens. Que font les gendarmes? Bien évidemment, ils engagent
des moyens extrêmement importants. Fabienne Atzori, procureure générale de La Réunion. En émettant l'hypothèse que Julita Bénard a pu s'enfuir en courant après l'agression. Les recherches qui sont dirigées par les militaires se font secteur par secteur. Donc il y a des militaires qui procèdent à une battue à pied. D'autres militaires ont engagé des chiens. Il y a aussi un hélicoptère qui va tourner longuement toute la journée au-dessus de la mer. Face à un tel dispositif, les médias réunionnais s'emparent tout de suite de l'affaire. L'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie a beau survoler la zone une bonne partie de la matinée, il ne trouve rien. Les militaires à pied en nombre sur place ne trouvent pas d'indices non plus. La jeune femme, aperçue pour la dernière fois hier soir au niveau du gouffre de l'étang Salé, est introuvable, malgré l'important dispositif de gendarmerie déployé sur la zone. Du côté des proches de Julita, la mobilisation est aussi générale. On est en quête du moindre signe de vie de la jeune femme. On a cherché ensemble, on a fouillé. On a fait 8 km de rochers, aller-retour, 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. On est parti chercher. Après, moi, à la base, ce que je cherchais surtout, c'était ses bijoux. Karine Bénard, sœur de Julita. Parce qu'elle avait énormément de bijoux et je me dis, s'il y a eu agression, il y a peut-être un bracelet, une bague qui s'est cassée, qu'on va retrouver quelque chose, c'est sûr. Donc on a dit, bon ben peut-être qu'elle est tombée, elle est peut-être blessée, elle se trouve dans les bois, ou on ne sait pas. Donc on a tout fait pour essayer de la trouver. Hélène Deveau, tante de Julita. On cherchait dans les bois, on a cherché au bord dans les galets, on cherchait au bord de la mer. La famille sollicite aussi l'aide des habitants. Chacun est en effet touché par la nouvelle de la disparition de la jeune femme de 26 ans qui se répand comme une traînée de poudre dans toute l'île. Les proches mobilisent la population réunionnaise via la presse et via les réseaux sociaux. On avait fait des affiches aussi. On les avait placardées partout sur le site, même un peu plus loin aussi. On était tous soudés à rechercher, à essayer de comprendre, même des familles qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, qui se sont déplacées pour nous aider en fait à chercher. Il y avait les amis aussi qui étaient là, donc il y avait une grande solidarité. Au bout de 4 jours de recherches assidues, aucune trace de Julita nulle part. Et aucune piste ne permet de remonter jusqu'à l'agresseur décrit par Claudia. L'inquiétude se fait alors de plus en plus vive pour les proches de la jeune femme. Ils commencent à craindre le pire. On est très inquiets. On était très inquiets. Je ne mangeais plus, je ne bougeais plus. On était toutes bouleversées. Ben, y a des images qui défilent, il y a... enfin, c'est très difficile à décrire, on va dire. Hein. On se dit les chances de la retrouver sont de plus en plus infimes et au fur et à mesure que le temps passe, on se dit est-ce qu'on va la retrouver un jour? On a pensé que si Julie elle est tombée dans l'eau, c'est juste pas possible. Elle est plus vivante. Donc on a cherché partout, on a cherché pendant des heures et des heures, on n'a rien trouvé. Rien. On n'a rien trouvé. L'hypothèse d'un accident s'éloigne peu à peu et l'espoir de revoir Julita vivante est de plus en plus mince. La piste d'un enlèvement est dorénavant privilégiée par le parquet. La justice va ouvrir une enquête, évidemment pour disparition inquiétante, mais aussi pour enlèvement et séquestration. Donc on est toujours à la recherche d'une personne. Hélène Andriot, avocate des parties civiles. D'un homme qui aurait agressé et enlevé, séquestré Julita. Voire pire, une sorte de monstre ou de tueur en série, on ne sait pas, qui rôderait dans le coin et qui ait pu s'emparer de Julita et effectivement l'enlever. D'emblée, la tâche s'annonce compliquée pour les enquêteurs. Claudia, sous le choc, n'est pas capable de dresser un portrait de son agresseur.
Elle dit que l'agresseur a une certaine force, donc vu la corpulence, elle part de suite en disant qu'elle a été agressée par un homme. Mais elle sera absolument pas en mesure Amel Cliffy-Etève, avocate de la défense. de donner une description physique d'un visage, d'une taille. Avec si peu d'indices, les gendarmes sont obligés de se lancer dans un travail de fourmi. Toutes les personnes inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles résidant dans le secteur sont identifiées, puis auditionnées. 16 personnes vont être entendues, 16 personnes qui vont donc subir aussi des perquisitions. Et ils vont les passer au crible leur emploi du temps de cette nuit-là. Ça ne donne rien, il n'y a aucun élément qui permette à l'enquête d'avancer. Les enquêteurs ne peuvent pas non plus compter sur les analyses ADN réalisées sur les vêtements de Claudia. En effet, l'agresseur n'a laissé aucune trace. Donc il a touché les seins, il a touché les fesses, il a touché le visage. Donc en tout cas, en dernier lieu, il a touché les seins. Donc on fait un prélèvement d'ADN sur l'anorak. Des recherches ADN ont été effectuées sur la veste et rien n'a été trouvé également. Pour tenter de faire décoller l'enquête, les gendarmes décident de réentendre Claudia. Ils espèrent ainsi recueillir d'autres indices. Et la jeune femme les met alors sur une nouvelle piste. Spontanément, Claudia va expliquer aux gendarmes que Julita serait suicidaire, qu'elle avait tenté de se suicider dans le passé, et que si ça se trouve, elle se serait finalement suicidée ce soir-là. Elle va se dire, mais attendez, vous savez... Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il n'est pas impossible aussi que dans cette cohue, que Julita ait voulu mettre fin à ses jours. Peut-être qu'à un moment donné, dans sa course, elle aurait pu se dire, bah voilà, j'en finis aussi et je me jette dans le gouffre. Les enquêteurs sont sceptiques. Ils essaient d'en savoir plus en questionnant Claudia. Les gendarmes demandent pourquoi. Elle dit parce que vous savez, elle s'entendait quand même très mal avec sa famille au sujet de son homosexualité qui n'était pas bien supportée par ses proches. Alors Julita aurait-elle mis fin à ses jours comme le prétend Claudia ? Son homosexualité était-elle réellement mal acceptée par sa famille ? Pour y voir plus clair, les gendarmes auditionnent tous les proches de Julita. Et leur témoignage est unanime. Quand j'entends dire qu'elle s'est suicidée, je m'énerve. Ingrid, amie de Julita. Je m'énerve énormément et je me dis non, c'est pas possible, c'est pas Julie ça. J'ai côtoyé suffisamment Julita pour ne pas du tout penser qu'elle avait l'esprit suicidaire. Et ça, j'affirme et je le répéterai tout le temps. Puis c'était quelqu'un qui aimait la vie. Elle avait, il y avait mon mariage, on était en train de préparer doucement. La marraine de ma fille, c'était elle. Donc du coup, je venais d'accoucher il y a pas très très longtemps. Donc elle avait une petite filleule. Elle va travailler, elle va peut-être construire une maison. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas du tout l'esprit suicidaire. Quelqu'un qui a des projets ne pense pas au suicide. Donc c'est pour ça que j'ai dit au niveau avec les gendarmes que c'était pas possible. Joseph Bénard, père de Julita. Qu'elle s'est suicidée, c'est pas possible. Pour sa famille, le suicide de Julita est inconcevable. Et puis, contrairement à ce qu'avance Claudia, son orientation sexuelle n'a jamais posé de problème. Elle m'a dit je suis amoureuse de Claudia, mais j'ai dit écoute moi, Claudia, si t'es amoureuse, c'est bien. Du moment que t'es heureuse avec elle. Du moment qu'elle était bien, moi ça m'allait très bien. On n'a jamais eu de mauvaise réaction ni quoi que ce soit par rapport à ça. Tout le monde a accepté l'homosexualité de Julita. Il y a eu l'acceptation de sa famille complètement. Ça posait pas de problème. Sa famille n'a jamais décelé chez elle une volonté suicidaire, quelle qu'elle soit.
Claudia, manifestement, pour la famille, ment à ce moment-là. C'est absolument pas une histoire de sexualité qui ne serait pas assumée, affirmée par la famille. Pourquoi Claudia mentirait-elle à ce moment-là? Et pourquoi mentirait-elle sur ce point? Pour les proches de Julita, le fait que Claudia mente pose question. Il raconte d'ailleurs aux gendarmes que depuis la disparition de la jeune femme, Claudia a une attitude bien étrange. Elle n'a pas l'air très concernée par les recherches. Moi, j'ai vu une personne adossée sur un rocher avec son téléphone portable, en train de fumer des cigarettes. Karine Bénard, sœur de Julita. Alors que nous, on était en train de faire le tour pour chercher, elle était toujours assise au même endroit, sur le même rocher, et elle n'a pas bougé. Pour quelqu'un qui vient de perdre une amie, c'est pas normal qu'elle reste assise là. Elle ne cherchait pas, elle était au téléphone, elle était en train de rigoler. Hélène Deveau, tante de Julita. Mais c'est pas possible, elle vient de perdre sa copine et puis elle rigole au téléphone. C'est pas possible. Ça nous a complètement interpellés. Moi, je me suis dit, c'est pas normal, elle a quelque chose à cacher ou... Enfin, il y a quelque chose qui va pas chez elle, en tout cas. C'est comme si il s'était rien passé. Est-ce qu'elle sait des choses que l'on ignore? Est-ce qu'elle sait finalement qu'on la retrouvera jamais? Ce comportement-là commence à interroger la famille et bien évidemment après les gendarmes. Je comprends pas là. Quelqu'un qui vient de perdre sa copine, elle réagit comme ça? Surtout qu'elle était soi-disant très amoureuse. C'est là qu'on a commencé à avoir des doutes, des gros doutes. Pour les proches de Julita, Claudia devient suspecte. D'autant qu'ils avaient constaté que depuis le début de leur relation, Julita s'éloignait des siens. Il ressort de la relation de Claudia et Julita, effectivement, que Claudia dominait Julita. Il est vrai, et ça c'est la sœur qui va le dire, finalement depuis que Claudia est là, c'est plus compliqué pour nous de la voir parce que Claudia l'accapare. Ben, j'ai vu le changement, oui. Elle fréquentait plus beaucoup sa sœur. Ça, c'était pas normal. Et à la maison, elle venait, mais très rarement. C'est une personne qui ne m'a jamais dit bonjour, jamais adressé la parole, jamais dire merci pour ce que j'avais fait. Enfin, vraiment, pour moi, elle était, comme je considère, comme une sauvage. J'ai l'impression qu'elle voulait la couper de ses amis pour la voir que pour elle. Et à chaque fois, je lui dis, invite-la, viens, qu'elle vienne avec nous, qu'on sorte ensemble, qu'on fasse un peu connaissance. Et j'ai l'impression que Claudia voulait l'enfermer, en fait. D'après la famille, Claudia maintient son emprise sur Julita. Et au fur et à mesure, les disputes se multiplient. Il y avait beaucoup de tensions et surtout de ruptures. En un an, elles ont dû rompre peut-être une fois par mois. Quand elle me racontait ses histoires avec Claudia, je dis, mais Julie, je comprends pas trop là. Je dis, tu l'aimes encore? Tu l'aimes plus? Qu'est-ce que tu attends d'elle en fait? Je dis, j'aime encore Claudia. Mais ce que je ne comprends pas, son attitude. Donc je m'en vais, je disparais, je reviens. C'était une relation très toxique. Tous ces témoignages poussent les gendarmes à s'intéresser davantage à la personnalité de Claudia. N'aurait-elle pas tout dit? A-t-elle des choses à se reprocher? À ce moment-là, les enquêteurs sont encore loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Cela fait une semaine que Julita a disparu et toujours aucun signe de vie de la jeune femme. Les gendarmes décident alors de perquisitionner le domicile du couple en présence de Claudia. Ils sont à la recherche d'éléments pouvant les aider dans leur enquête, notamment le téléphone de Julita. Mais il est introuvable, jusqu'à l'intervention surprenante de Claudia. Claudia est accompagnée d'un des enquêteurs et en se décalant un petit peu. Amel Cliffy-Etève, avocate de la défense. Et il y a un endroit où il y a effectivement des herbes assez hautes et ils vont se diriger à ce moment-là vers ces herbes-là et elle va trouver le téléphone de Julita. Subitement, comme si quelqu'un l'avait positionné à cet endroit. Isabelle Serre, journaliste à Zinfo 974. Pour qu'on le retrouve à cet endroit précisément.
Et comme de par hasard, c'est le jour où les gendarmes arrivent. Hélène Andriot, avocate des parties civiles. Que Claudia va finalement le retrouver, alors que les gendarmes et que le père de Giulietta sont déjà allés vérifier dans les buissons. Lorsque les gendarmes interrogent et demandent à Claudia comment ça se fait que le téléphone se trouve au fond du jardin, cette dernière va répondre que c'est le chien de la famille qui a pour habitude de voler des objets et que c'est certainement lui qui a mis le téléphone au fond du jardin. Claudia semble vraiment avoir réponse à tout. Mais les enquêteurs ne se laissent pas convaincre. Ils continuent leurs investigations et ils décident d'analyser la téléphonie des deux jeunes femmes. Leurs conclusions font naître de nouveaux soupçons. Il y a quand même quelque chose de très particulier. On a le téléphone de Giulietta qui semble éteint toute la journée. Quant à celui de Claudia, par contre, il est mis en mode avion au moment où elle retrouve Giulietta. Ce qui est une bizarrerie. C'est vrai qu'ils se sont interrogés pourquoi ce soir-là, ce fameux soir-là où elles vont ensemble au gouffre, ni l'une ni l'autre finalement n'a de téléphone pour être joignable. Ça, c'est les gendarmes qui se sont dit que c'est quand même bizarre, ça fait beaucoup. Le fait que les téléphones soient mis sous mode avion est totalement inconcevable. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est inconcevable parce que jamais les deux filles ne font ça. C'est d'ailleurs la sœur de Giulietta qui va dire mais impossible que ma sœur ait mis à un moment donné son téléphone sur mode avion puisque elle est accro à son téléphone. Elle ne vit qu'avec son téléphone. Là, les enquêteurs commencent en fait finalement à se dire que peut-être que c'était préparé. Peut-être que Claudia avait manigancé tout cela pour pouvoir amener Giulietta au gouffre sans qu'elle puisse être joignable ni l'une ni l'autre. Mais pour quelle raison Claudia aurait-elle fait cela? Aurait-elle pu organiser la disparition de Giulietta? Pour trouver de nouveaux éléments, les gendarmes passent au crible la messagerie du téléphone de Claudia. Ils s'aperçoivent alors que la jeune femme a en réalité une vie bien dissolue. Les gendarmes se rendent compte du coup que Claudia a de multiples relations, que Giulietta n'est pas la seule personne qu'elle fréquente. Alors qu'elle est censée être très amoureuse de Giulietta et qu'elles sont censées former un couple, elle a une autre relation avec une autre femme. Avec qui elle passe une bonne partie de son temps également, à aller à l'hôtel, à la fréquenter, etc. Très vite apparaît Wendy. Wendy qui est en fait la maîtresse de la journée. Claudia va donc avoir une double vie puisqu'elle va voir Wendy sur des temps où Giulietta va travailler. Donc les gendarmes vont voir cette Wendy qui dit effectivement on s'aime, on est un couple et on se voit essentiellement la journée. Elle va dire de 9h à 17h où elles vont à la plage. Dans les textos échangés avec Wendy, il y a des je t'aime, voilà, l'amour de ma vie, etc. Après avoir entendu Wendy, les gendarmes décident de perquisitionner son domicile à la recherche d'indices. Et c'est là qu'ils font une nouvelle découverte surprenante. Les enquêteurs vont s'apercevoir que s'y trouve à ce domicile la télé qui a disparu lors du cambriolage de la maison de Giulietta. Et donc, énorme surprise des enquêteurs. On a Wendy, vous l'avez volé cette télévision et tout? Pas du tout, c'est un cadeau de Claudia. Les enquêteurs, à ce moment-là, se posent la question de savoir si ce cambriolage n'a pas été une mise en scène de Claudia. L'hypothèse envisagée par les gendarmes, c'est que Claudia voulait faire plaisir à son autre amie. Elle a voulu prendre le téléviseur et du coup, sans que Giulietta soit informée. Le portrait de Claudia qui commence à se dessiner, c'est le portrait d'une femme qui manipule les unes et les autres. Pour les gendarmes, Claudia n'aurait pas manipulé uniquement Giulietta et Wendy. Souvenez-vous de Brian, l'ami de Claudia qui est venu la rejoindre au gouffre de l'étang Salé le soir de la disparition de Giulietta. Les enquêteurs découvrent que Claudia entretient aussi une liaison avec lui.
Brian, c'est un ancien voisin de Claudia. Ils ont commencé à se fréquenter également en même temps que Julita. À savoir que lui, en fait, il ressort de ses auditions qu'il considérait comme Claudia comme sa petite amie. Il s'avère que finalement, Claudia, elle, le considérait que comme un ami, mais se servait de lui pour l'aider. Lorsque Claudia n'est pas avec Julita ou Wendy, elle est avec Brian. Et très vite, le jeune homme tombe amoureux de Claudia. Ça a commencé tout doucement. Après, on est devenu un petit peu plus sérieux. Brian, ex-ami de Claudia. On s'était projeté sur quelques projets personnels. Sur ses mensonges et les autres relations, je n'ai vu que du feu. Si Brian n'y a vu que du feu, c'est que Claudia parvient à berner tout le monde. Claudia va devoir mettre en place des stratagèmes pour faire en sorte de garder secret ses relations multiples. Aujourd'hui, elle était là. Dans la soirée, c'était j'ai besoin d'aller voir ma tati. Et c'était voilà, je suis chez une amie, je rentrerai plus tard. Claudia, elle a eu cette faculté à réussir à faire en sorte que personne ne pose de questions. C'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que Wendy pense que Julita c'est sa cousine. Au niveau de Julita, elle lui a fait croire que Wendy c'était son amie. Brian, elle a également fait croire que c'était sa cousine. Jo Sarrazin est expert psychologue. Elle a rencontré Claudia dans le cadre d'une expertise demandée par la juge d'instruction. Et le portrait qu'elle dresse est saisissant. Donc c'est une jeune femme qui compartimente ses relations, qui fait de telle sorte que ça ne se croise pas. Jo Sarrazin, psychologue expert judiciaire. Elle a une organisation qui lui permet de vivre en fait plusieurs vies amoureuses en même temps. C'est ainsi que Claudia manipule ses amants et ses maîtresses. Les gendarmes s'interrogent. Ils constatent que Brian est très présent pour Claudia depuis les faits. Aurait-il pu l'aider à faire disparaître Julita ? Au fur et à mesure de l'enquête, ils vont se rendre compte qu'ils sont quand même très proches et que Brian est peut-être informé ou peut-être complice de ce qui s'est passé ce soir-là. Les inspecteurs m'ont pris comme le suspect principal parce que j'étais la seule personne à être avec Claudia avant, pendant et après les faits. Brian, c'est la première personne que Claudia va appeler. Suite à la disparition de Julita, elle ne va pas appeler les gendarmes directement, elle va d'abord appeler Brian. J'étais en bas au gouffre, donc beaucoup de soupçons se sont portés sur moi. À ce moment-là, pour les enquêteurs, il y a trop d'éléments suspects qui entourent Claudia et Brian. Nous sommes le 14 septembre 2016. Cela fait 1 mois et demi que Julita a disparu. Les gendarmes décident d'interpeller les 2 jeunes gens et de les placer en garde à vue. Dans un premier temps, les enquêteurs attendent de Claudia qu'elle s'explique. Mais dès le début de son audition, la jeune femme est sur la défensive. Elle n'a rien à voir, dit-elle, avec la disparition de Julita. Claudia va dire, mais moi je sais pas où elle est, Julita, je ne sais pas ce qui a pu se passer et je sais pas ce qui lui est arrivé. Alors Claudia a une attitude désinvolte parce que le gendarme va lui rappeler qu'elle a été placée en garde à vue pour la disparition de Julita. La réponse de Claudia au gendarme va être « J'en ai rien à faire d'une disparition à la con ». Claudia a une personnalité tout à fait particulière, une désinvolture qu'elle peut montrer et donc ça va éveiller leurs soupçons, évidemment. Ils vont se rendre compte qu'en fait, Claudia, elle n'est nullement à la recherche de la vérité. Claudia va maintenir le fait qu'elle a été victime d'une agression sexuelle et que Julita, c'est peut-être ses proches. Fabienne Hatsori, procureure générale de La Réunion. Mais au contraire, part en courant. Elle était tout simplement matériellement impossible, cette agression. Mise face à ces contradictions, Claudia maintient malgré tout sa version. Les enquêteurs espèrent cependant que Brian leur en dira plus. Ils sont persuadés qu'il a des choses à cacher, car le jeune homme semble protéger Claudia.
Quand on est assis sur une chaise face à 2 inspecteurs avec les menottes au poignet, à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien à voir dans l'histoire. Les enquêteurs tentent alors une stratégie. Révéler à Brian les infidélités de Claudia, dans le but de le faire craquer. Donc ils me mettaient des rapports de SMS sous les yeux, des photos. J'avais l'impression qu'une montagne me tombait dessus, quoi. J'ai réalisé qu'elle avait plusieurs relations, donc hormis moi, qu'elle entretenait toujours une relation avec Wendy, avec Julita et avec d'autres personnes dont j'ignorais de l'existence, quoi. Les gendarmes vont le confronter à la vraie personnalité de Claudia. Hélène Andriot, avocate des parties civiles. Et c'est là qu'il a dit aux gendarmes, bon bah écoutez, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Elle m'a avoué, elle s'est confessée, je suis prêt à dire la vérité. Poussé dans ses retranchements, Brian avoue aux gendarmes qu'il ne leur a pas tout dit. Il a reçu en effet des confidences de Claudia la veille de la garde à vue. Elle me dit voilà que le soir de la disparition au gouffre, qu'il n'y avait eu aucune agression, et qu'il y avait eu une dispute suivant une bagarre. Et par un élan de réflexe, elle a repoussé Julita. Et Julita a trébuché sur le rocher derrière elle. Et elle est tombée dans le gouffre. Et que comme c'était un accident, elle était prise de panique. Et que si elle disait que c'était un accident suite à une bagarre, personne n'allait la croire. Alors là, c'est le coup de théâtre dans l'histoire. Enfin, il y a une explication à cette disparition mystérieuse. Isabelle Serre, journaliste à Zinfo 974. Les déclarations de Brian donnent enfin un fil conducteur logique et vraisemblable dans toute cette histoire. Pour la première fois depuis le début de cette enquête, les gendarmes obtiennent un scénario qui tient la route. Mais confrontés aux Se venge parce qu'il venait d'apprendre qu'elle avait de multiples relations et que tout ce qu'il venait de raconter était faux. Mais pour les gendarmes, c'est Claudia qui ment. Ils en ont la conviction. La jeune femme a d'ailleurs fait du mensonge son mode de fonctionnement. Ce que les enquêteurs se disent, c'est que de toute façon, Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Claudia ment tout le temps et à tout le monde. Elle va s'inventer différentes expériences professionnelles. Une fois, elle est gendarme et elle travaille dans le domaine de la sécurité. Une autre fois, elle a un cancer. Claudia a une vie incroyable. Les mensonges lui donnent un intérêt. Et ce regard de l'autre lui permet d'exister. Là, ah oui, je suis intéressante. Là, je suis brillante. Ces mensonges, elle les avait aussi racontés à Julita. Et la jeune femme était visiblement en train de découvrir le vrai visage de Claudia. Julita, quelques jours avant sa disparition, a interrogé le centre de recrutement pour vérifier si ce qu'elle disait était vrai. Il s'est avéré qu'elle a une réponse négative, que Claudia n'était pas gendarme. Elle se lasse. En tout cas, elle semble de plus en plus exaspérée par les mensonges et surtout par les infidélités. Elle avait un gros doute que Claudia, elle avait d'autres copines. Hélène Deveau, tante de Julita. Je crois que c'était des messages qu'elle avait découverts qui n'étaient pas tout à fait camaraderie, quoi. Donc c'était des sous-entendus. Je dis, ah bon? Je dis, mais écoute, essaye d'en parler avec elle. Elle me dit, oui, mais Tati, elle est tellement violente, elle est tellement agressive. Les enquêteurs apprennent aussi que Claudia est sujette aux coups de colère. Elle peut devenir particulièrement violente. Brian en a fait les frais et il s'en souvient bien. Sur certaines questions dérangeantes, que j'insistais sur certains points, là, elle s'énervait. Brian, ex-ami de Claudia. Et dès qu'elle s'énervait, c'était une colère explosive, acharnée. Elle cassait tout autour. Donc... fallait pas rester devant, quoi. C'est ainsi que les gendarmes échafaudent un scénario.
Julita aurait voulu confronter Claudia à ses mensonges répétés, ce qui ne lui aurait pas plu. Ils sont partis sur l'hypothèse que Julita commençait à découvrir la vraie personnalité de Claudia, à savoir ses mensonges, ses multiples relations. En comprenant tous ces mensonges, une partie du rêve s'effondrait. Jo Sarrazin, psychologue, expert judiciaire. Qu'elle a dû le dire à Claudia. En lui demandant « Et pourquoi tu as une relation avec Wendy? Qui c'est Brian? Je t'ai vu vous embrasser. » Julita commençait à devenir dérangeante, à la gêner dans son mode de fonctionnement. Du coup, il fallait l'éliminer. Voilà, clairement, il fallait l'éliminer. Pour les enquêteurs, ce scénario est tout à fait vraisemblable. Ils découvrent aussi un autre mobile possible. Claudia doit en effet beaucoup d'argent à Julita. Et Julita commençait à lui demander des comptes. Il est apparu que Claudia vivait certainement au crochet de Julita, qui avait été particulièrement généreuse avec elle à plusieurs reprises et qui lui aurait prêté des sommes très importantes. Julita, c'était la banque, je pense. Ingrid, amie de Julita. Elle gardait Julita sous le coude pour faire la banque. Au départ, elle me dit que oui, elle m'a pris 2000 €. Après, elle me dit, tout compte fait, elle a pris pratiquement tout. Je dis 6 à 8 000 €. Waouh! Je dis, mais méfie-toi. Je l'ai mis en garde. Elle m'a dit, elle m'a regardé dans les yeux et je ne m'oublierai jamais. Tati Hélène, ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. C'est la dernière phrase qu'elle m'a dit. Et elle est partie. Et je ne l'ai jamais revue. Et ça me mettait un peu mal à l'aise, en fait. J'ai pas su la convaincre de ne pas y aller, en fait. C'est ça mon regret. Pour les gendarmes, le crime se précise. Claudia aurait poussé Julita dans le gouffre. Et ce meurtre serait prémédité. Ils estiment qu'il y a des raisons de penser, donc elle est amenée volontairement, Julita, à cet endroit pour lui donner volontairement la mort. Donc on crée un faux cambriolage pour la fragiliser. Donc on va l'amener au gouffre pour, comme prétexte, allez viens, on va se changer les idées. Elle perd son téléphone, je l'éteins pour pas qu'elle puisse être joignable et appeler à l'aide si jamais il y avait un problème. Quelques heures avant, les téléphones sont placés hors d'usage. Les deux femmes ne le font jamais. Donc c'est déjà le signe d'une préméditation, les téléphones portables. Je l'amène dans un endroit où il fait nuit, où il y a très peu de personnes ce soir-là, et je l'amène surtout au bord du gouffre. Pour toutes ces raisons, Claudia est renvoyée aux assises pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Son procès s'ouvre devant les assises de Saint-Denis à La Réunion au mois d'avril 2022. La jeune femme encourt la perpétuité. Première surprise, elle arrive libre au tribunal. Elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Un face-à-face difficile à accepter pour la famille de Julita. Claudia Lorette va comparaître libre. Elle va arriver à la cour d'appel comme tout le monde. Isabelle Serre, journaliste à Zinfo 974. Elle ne s'assiera pas dans le box des accusés. À la suspension d'audience, elle pourra sortir, elle ira dehors fumer sa cigarette, elle ira sur son téléphone beaucoup. Du coup, elle est apparue libre pour la famille et c'est vrai que dans leur esprit, elle pouvait très bien en sortir libre également. Donc du coup, l'enjeu était là. C'était plutôt dur de voir ça. Joseph Bénard, père de Julita. Parce que elle arrivait tranquille avec ses amis. Elle était libre, elle était dehors, hein, comme moi. Dès le début, l'ambiance est particulièrement tendue. Il faut dire que l'enjeu de cette audience est colossal. Il y a un faisceau d'indices graves et concordants vers la culpabilité de Claudia. Mais il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuves. Et surtout, il n'y a pas de corps. C'était quitte ou double. Il y avait soit un acquittement, soit une condamnation. Hélène Andriot, avocate des parties civiles. Donc la famille de la victime appréhendait énormément le fait que Claudia soit acquittée. Comme elle n'a pas avoué, moi j'ai pas dormi du tout de la nuit. Pendant les 3 jours du procès,
J'étais d'un stress, mais vraiment pas possible, ne serait-ce de penser qu'elle serait acquittée. Malgré la menace d'un acquittement, toute la famille de Julita espère enfin connaître la vérité. Chacun attend de Claudia qu'elle raconte ce qu'il s'est réellement passé ce 29 juillet 2016. Moi, j'ai été dans le but d'avoir des réponses d'elle-même. Jusqu'au bout, chacun va espérer le coup de théâtre au cours de l'audience. Et peut-être que face aux témoignages, elles finissent par craquer et par expliquer ce qui s'est passé. Mais au fil des journées, Claudia ne fait aucune révélation. Pour les proches de Julita, c'est une grande déception. Elle n'a pas avoué, elle était tout le temps dans la négation. Je dis, mon Dieu, si elle a fait quelque chose à Julita, pourquoi elle ne dit pas pour qu'on puisse avancer? Parce que de toute façon, Julita, elle n'est plus là. Hélène Deveau, tante de Julita. On ne sait même pas où elle est. Et ça, c'est dur pour la famille de ne pas avoir de réponse. Karine Bénard, sœur de Julita. De ce qui s'est passé ce jour-là. Ça, c'est très dur. C'est très difficile. Très difficile parce que même dans le tribunal, elle a dit, si je vous dis la vérité, vous n'allez pas me croire puisque je mens tout le temps. On peut plus aller loin avec ça. Il faut arrêter là, quoi. C'est tout. C'est ça. C'est dur d'entendre ça. C'est très, très dur. Nous, on voulait juste l'entendre dire désolé, voilà ce qui s'est passé, je vais faire ma peine. Elle aurait eu un pardon. L'attitude de Claudia irrite la famille de Julita, car la jeune femme se montre particulièrement agressive. Le procès a été très, très difficile dans le sens où déjà, on ne peut pas lui poser des questions parce qu'elle s'énerve. Elle était d'une froideur. Je dis, mais c'est pas possible, on peut pas être comme ça. Elle était sur la défensive. À toutes les questions, elle répondait sur un ton vraiment mauvaise, quoi. Elle était mauvaise. Il se dégage quelque chose de très particulier chez cette jeune femme, une bizarrerie, un contact froid, pas d'empathie, pas d'émotion. Jo Sarrazin, psychologue, expert judiciaire. Et je ressens la défiance. J'ai l'impression d'avoir un prédateur en face, mais très calme, très attentive. Du côté de la défense, malgré l'attitude désinvolte de l'accusé, on tente de distiller le doute dans la tête des jurés. Pas d'aveu, pas de corps, et un mobile qui est juste une hypothèse. On n'a pas d'aveu et on n'a pas de mobile. Tout le monde y va de son hypothèse. C'était un peu le concours Lépine des hypothèses. Amel Cliffy-Etève, avocate de la défense. Je vais insister là-dessus en disant que on n'a quand même matériellement pas beaucoup de certitude. Et que si on n'a pas de certitude, le moindre doute doit profiter à Claudia. Pour l'avocate de la défense, le fait que Julita prête de l'argent à Claudia ne voulait absolument pas dire que Claudia aurait pu vouloir en finir parce que pressée de rembourser. Finalement, personne ne sait exactement ce que Julita savait de la vie dissolue de sa compagne. Peut-être qu'elle le savait, peut-être qu'elle en avait déjà parlé, et peut-être qu'elle l'acceptait. Alors, quelle sera la conviction des jurés ? Après 2 heures de délibéré, le verdict tombe. Claudia Lorette est condamnée à 30 ans de prison pour assassinat, c'est-à-dire pour le meurtre avec préméditation de Julita Bénard. Pour ses proches, un vrai soulagement. 30 ans de prison, on m'a dit, 30 ans de prison, pendant ces 30 ans-là, elle fera plus de mal à personne. C'était une satisfaction de savoir qu'il y a une justice. Claudia fait appel de sa condamnation. Un nouveau procès s'ouvre 1 an plus tard, en mars 2023. La jeune femme espère cette fois-ci être acquittée. Mais après 3 jours d'audience, elle est une nouvelle fois condamnée à 30 ans de prison. Brian garde un goût amer de toute cette affaire. Julita, j'y pense souvent. Parce que je me dis voilà, qu'elle ne méritait pas ça. Brian, ex-ami de Claudia.
Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Wendy, ça aurait pu nous arriver. Du côté des proches de Julita, on essaie désormais de se reconstruire. Mais la douleur reste vive. Je pourrais jamais faire mon deuil. Même si on sait qu'on a mis une croix où elle a disparu, on n'a pas eu de corps. On n'a même pas un endroit où aller se recueillir, de dire Julie, voilà, je t'amène un bouquet parce que malheureusement tu es partie trop tôt. Je peux pas. C'est important de continuer à la faire vivre en fait parce que elle est partie trop tôt. Normalement elle aurait pu être avec nous là. On survit avec ça. On vit pas. On survit parce que je vais pas dire que j'ai encore l'espoir de la revoir, non. Non, je pense pas. Mais c'est très difficile. Très difficile. Claudia Lorette a formulé un pourvoi en cassation. Elle reste à ce jour présumée innocente. Vous venez d'écouter Chronique criminelle.